Le grand jour approche. Commence à être stressé. Je l'avoue, là. Dans 2 jours, donc. On est mercredi le 17, vendredi, comme tu sais, Johan. Ouais. Gros combat pour Leila, ma petite sœur, contre Alicia Baumgartner à Miami. Toi, tu vas regarder ça? Certainement. Je me suis même procuré le chandail de Leila Baudouin. Ceux qui ne l'ont pas fait, vous avez encore le temps. Avant vendredi, là, un chef-d'œuvre. Je vais aller essayer d'aller mettre le lien pour la commande sur mes réseaux sociaux. Twitter, je vais voir si Instagram, je suis capable aussi, mais si ça vous intéresse, c'est vrai qu'il est très, très beau. Moi, je vais l'avoir. Il est très, très beau. Je vais l'avoir dans l'amphithéâtre là, à Miami pour le combat. C'est sûr, je le mets dans mes bagages. Puis il faut encourager notre Québécoise, qui est sûrement la Québécoise qui va avoir fait un des plus gros combats de l'histoire de la boxe féminine qu'on a ici. Là. C'est historique, ce combat-là. 3 ceintures en jeu chez les poids. Chez les 130 livres. Wow, Voilà. Let's go! Phil une pas, machine. Non, exact. C'est la compagnie... comment s'appelle la compagnie? 5-3 Apparel, c'est ça? Oui. Ouais, 5-3, exactement. Vous pouvez aller voir ça. T'as tapé, j'imagine, Leila Baudouin t-shirt dans Google, puis tout de suite, ça est apparu. Donc, c'est peut-être la méthode la plus simple. Ouais, contre Alicia Baumgartner, chez les 130 livres, 3 ceintures en jeu, IBF, WBA, WBO. Il y aurait eu les 4 si la WBC s'était pas retirée, parce que, faut-il le rappeler, des rounds de 3 minutes, 12 rounds de 3 minutes, alors que chez les femmes, d'habitude, c'est 10 rounds de 2 minutes pour les combats de championnat. Donc, on est vraiment dans les règles masculines. On veut promouvoir l'égalité des sexes. On y va avec une coche au-dessus. Là. Ça va être la première fois que Leila va faire des 3 minutes? Ouais. Wow. Son adversaire aussi. Pareil de l'autre côté. Ouais, exact. Moi, rapidement, j'ai une nouvelle... coach de conditionnement physique qui m'a dit qu'il s'était entraîné avec Leila Baudouin et qui m'a dit que Leila était une machine de cardio. Donc, je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter pour sa forme physique. J'ai hâte de voir. On est stressé. On part toute la famille, mes frères, mon père. Le chum de Leila est déjà là. Il va avoir des amis aussi là-bas. Donc, ouais, petite virée à Miami. Puis si elle ramène les ceintures, ça va être une des plus grosses surprises, honnêtement, de la boxe. Là, elle est tellement négligée. Baumgartner, c'est une grande championne unifiée, évidemment. Ouais. Mais elle peut causer la surprise, peut-être. Ce serait... incroyable. Faut y croire. Moi, j'y crois. Et Jake Paul, Anthony Joshua en grande finale aussi, donc c'est pas piqué des verres. C'est un gars-là qui retient énormément l'attention, mais c'est sûr que j'ai un petit parti pris, oui. Ouais. Et que j'ai le stress qui commence à monter, mais aussi la fébrilité. Là. Donc, c'est sûr. Manquez pas ça, c'est sur Netflix d'ailleurs. Donc si vous êtes abonné à Netflix, disponible partout dans le monde, le gars-là, Paul Joshua avec Leila Baudouin contre Alicia Baumgartner en demi-finale. Assez parlé de boxe, parlons d'arts martiaux mixtes. Bienvenue au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Mais là, j'ai menti quand même, parce que parlons un peu de boxe encore une petite minute. Je veux avoir ton avis. Je pense pas qu'on en a parlé ici ensemble à l'émission. Anthony Joshua, ancien champion des poids lourds, médaillé d'or olympique, contre Jake Paul, t'en penses quoi, là, juste au niveau sportif, là, puis... Ben, moi, je trouve que ça fait pas vraiment de sens si on y va rapidement comme ça. Là. On se souvient que Anthony Joshua a passé le KO de manière foudroyante à Francis Ngannou. Donc là, on amène Jake Paul. OK, Jake Paul est quand même sur une belle lancée, gagne ses combats. Bon, si Jake Paul gagne ce combat-là, je comprends plus ce qui se passe. Exactement. J'osais pas le dire, mais c'est arrangé, c'est sûr et certain, parce que les deux, on les regarde de l'extérieur, c'est pas le même type d'athlète, pas du tout. Là. Non, exact. Et puis, je parlais à Ross Amber cette semaine, qui sera intronisé au Panthéon de la boxe, là, d'ailleurs, grand coach, grand cutman, surtout, il va être dans le coin de Joshua notamment, puis lui, il capote, là, il dit... Il faut pas que ça dure plus que 2 rounds, parce que si ça dure plus que 2 rounds, imagine que Jake Paul amène ça dans les rounds 6, 7, 8, dans la deuxième moitié du combat, puis même s'il se fait finalement knocker en deuxième moitié de combat, ben pour lui, ça va être une victoire, tu sais, de dire j'ai tenu aussi longtemps contre un grand champion, tu sais. Puis Ross est un puriste parmi les puristes, là, qui lui dit que ça sera pas bon pour l'image de la boxe, tu sais. Exactement. Si on donne encore... Si Jake Paul continue d'amasser du crédit de cette façon-là contre des grands boxeurs,
même s'il perd. En tout cas, bref, peut-être qu'on voit ça un petit peu loin. Puis est-ce que la boxe est en péril si Jake Paul fait une bonne performance? Mais tu regardes tous les paramètres, tu regardes toutes les fiches, l'expérience, le gabarit. Tu te dis, ce gars-là, Jake Paul n'a aucune chance, mais ça va. C'est surtout au niveau de la crédibilité, au niveau de la boxe. C'est là que ça joue énormément. Puis rappelons-nous que Jake Paul a perdu contre le petit frère de Tyson Fury. Je me rappelle pas de Tommy Fury. Tommy Fury, exactement. Merci, Ben. Tommy Fury, donc. Puis Tommy Fury ne durerait même pas un round contre Anthony Joshua, là, j'en suis certain. Donc, la logistique est un peu égarée là-dedans. Est-ce que ça va faire de l'argent? Oui. Est-ce que tout le monde va regarder ça? Oui. Donc, vraiment, je pense que c'est le point principal. Mais c'est certain qu'on s'attend à une grosse performance de Anthony Joshua en fait, on s'attend à une domination d'Anthony Joshua. Un ring, j'ai entendu dire... Et là, j'ai pas validé, là, mais 22 pieds par 22 pieds, donc assez beaucoup grand. Plus grand. Pour que Jake Paul puisse se sauver un petit peu plus longtemps. Donc peut-être ça avantage Jake Paul, justement, qui va peut-être pouvoir se sauver un peu plus longtemps dans un grand ring comme ça. Quoique l'avantage est au niveau de la portée, est à Anthony Joshua. Oui. Donc, à suivre donc vendredi sur Netflix, ce gars-là qui pique vraiment la curiosité, c'est en direct de Miami. OK, revenons rapidement sur l'UFC de cette fin de semaine. En fait, au menu, oui. On revient sur l'UFC de cette fin de semaine, dernier gala de 2025, et on fait une petite rétrospective de l'année. Et je vous le dis tout de suite, si vous nous écoutez présentement en audio, c'est l'épisode où je vous proposerais et je vous inciterais à aller le regarder en vidéo, en fait, si vous avez la chance, là, parce qu'on a beaucoup d'images, on a nos KO de l'année, nos soumissions de l'année, tout ça, on a sorti beaucoup de vidéos. Donc, si vous avez la chance, YouTube, page de TVA Sport, et sur le tvasport.ca, on l'a en vidéo, évidemment. Si vous n'êtes pas en mesure d'écouter de vidéo, si vous êtes en voiture et tout ça, faites-vous-en pas en audio, ça va fonctionner. On va essayer de vous décrire quand même les images, mais ce sera un épisode très visuel quand même, on vous avertit. OK, Cap contre Brendan Royval. Duel important à 125 livres. Oui. Et Manel Cap l'avait dit, moi, si je fais une grosse performance cette fin de semaine, je dois être considéré pour un combat de championnat. Il a battu le numéro 2 là, cette fin de semaine et il a été impressionnant avec un KO au premier round contre Brendan Royval. Oui, exactement. Puis, on a vu là, Cap, là, sa vitesse était très rapide, très précis aussi. On le sait, très puissant. Hein? 14 KO à ses 22 victoires. On l'a vu, a commencé le combat avec une belle pression. On se demandait comment Royal allait se remonter de sa défaite contre Van. Hein? Et malheureusement, c'est une deuxième défaite consécutive. Là, un gros KO là, comme ça. Ici, là, on voit que Cap a beaucoup de puissance. Là, les jambes, les genoux ont carrément lâché. Là. Exactement. Puis, Cap, maintenant qui est rendu classé deuxième, va vouloir avoir sa chance pour le titre, c'est sûr et certain. Surtout après une grosse performance comme ça. Là. Je pense qu'il a été longtemps sous-estimé. Là, il est 3 victoires consécutives. Il est, si je ne m'abuse, 7-1 à ses 8 derniers. En début de carrière, à son arrivée à l'UFC, il a perdu 2 combats rapides. Mais son premier combat à l'UFC, c'était contre Pantoja. En partant. Parce qu'il était champion dans une autre organisation en Asie, le Manel Cap. Donc, il est arrivé un petit peu ici avec les gros sabots, la grande gueule aussi, de dire rapidement, moi, je vais être au sommet, tout ça. Il a été ramené sur terre par de très, très bons combattants. L'UFC est la meilleure ligue au monde, après tout, et il en a eu la preuve. Je pense que ça lui a pris du temps avant de se remettre en marche, de recoller des victoires convaincantes et tout ça, de retrouver ses repères. Mais là, il est sur toute une séquence, 3 KO de suite aussi. Ouais. Donc, je pense qu'on peut plus lui... Et là, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, c'est ça. Joshua Van est le champion, Pantoja est blessé, Tatsuro Taira a gagné un gros combat contre Brandon Moreno. Donc, est-ce qu'on attend que Pantoja revienne? Puis en attendant, on fait Cap contre Taira. Oui. Et Van est un petit peu en pause. Ou on fait... Donnons quelques mois à Pantoja, on ne sait pas combien de temps ça va lui prendre. Et Van, lui, a dit, je veux rester actif et tout ça. Donc, disons, si Van veut revenir rapidement et que Pantoja n'est pas prêt, tu donnes un combat à Cap ou à Taira? Ben, OK. Si on y va au niveau du spectacle, j'adorerais voir Cap contre Van. Clairement, c'est 2 cogneurs. Oui, Taira a gagné contre Moreno.
C'est vraiment un quatuor de 4 combattants qui vont se mélanger un petit peu. Comme je l'ai mentionné, tout dépend de Pantoja, combien de temps il est sur la touche. Hein? Une chose est certaine, je pense que pour le spectacle, Cap contre Van, ça serait vraiment intéressant. Chose sûre, c'est que la catégorie des 125 livres vient vraiment d'avoir avoir une petite tornade. Puis là, tout est mélangé un petit peu. Puis moi, je trouve que ça fait du bien parce que ça a longtemps été une catégorie qui était un petit peu négligée, où est-ce qu'on avait un champion puis qu'on n'avait pas personne en arrière pour le détrôner. Tandis que là, vraiment, on a un bassin de combattants qui est très intéressant. Ouais, entièrement d'accord avec toi. Donc, et Cap a été très, très bon au micro après sa victoire. Il a vraiment mis au défi Van, insulté même, disons-le comme ça, en voulant dire qu'il gardait sa ceinture, mais c'était ça allait pas prendre de temps, qu'il allait le ramener sur terre, lui passer le KO et récupérer ce qui lui est dû. Bref, c'était une bonne promo à la fin de son combat aussi. Royval, deuxième défaite de suite, 7-5 à l'UFC. Il a vraiment affronté tous les gros noms de la division, mais pas une fiche non plus à tout casser dans l'organisation. Puis là, c'est un gros pas de recul pour lui avec 2 défaites de suite. Lui, ça va lui prendre... Il va falloir qu'il aille recoller plusieurs victoires avant d'être reconsidéré. Ouais, surtout, une défaite par KO, puis surtout, c'était un gros combat là, contre Van. Puis tu sais, perdre contre un combattant... Ça a peut-être laissé des traces aussi. Exactement, c'est ce que je me dis. Parce que tu perds contre un combattant qui est dans l'organisation depuis longtemps, qu'on le sait que c'est vraiment un combattant dans le top 5, dans le top 10. Mais Van, OK, oui, il était classé, mais il venait d'arriver. Il était tout récent. Tu sais, Royal s'est fait dominer. Ça a été un gros combat, ça a été une très grosse guerre, mais il a perdu ce combat-là. Fait que peut-être que ça l'a laissé des séquelles. Là. À suivre donc, mais grosse victoire, oui, de Manel Cap cette fin de semaine contre Royval. Kevin Vacheos contre Giga Chikadze en demi-finale. C'était bien parti pour Giga Chikadze. Premier round, a dominé. C'est lui qui mettait la pression, a réussi à sortir des gros coups de pied, a réussi à faire un peu de dommages. Vacheos, le jeune combattant argentin, est revenu très, très fort au deuxième round, tellement fort qu'il a passé un violent KO, un des beaux qu'on a vu cette année au vétéran Chikadze. Coup de poing renversé. Ah oui, là. Il cogne ultra dur, cet Argentin. Il n'a pas paniqué après. T'sais, vous voyez son corps, là, ceux qui nous écoutent regardent en vidéo. T'sais, il a eu tellement reçu des gros coups de pied à l'abdomen au premier round, ça a fait énormément de dommages, mais au deuxième round, il a réussi à en finir avec le vétéran Chikadze. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Vacheos? C'est une très belle performance. Beaucoup de résilience, là, comme tu l'as mentionné, là, a mangé de bons coups. Puis on n'a pas senti que ça l'a atteint tant que ça. On n'a pas senti que ça l'a ralenti tant que ça. Je pense que mentalement, il était prêt. Chikadze, là, c'est pas un nouveau venu. Là. C'est tout un combattant. C'est un vétéran rendu à 37 ans, peut-être et sur la pente descendante un petit peu. Le menton, on le sait, a déjà subi des KO auparavant. Une chose est sûre, gaucher contre droitier. En fait, tu sais quoi? C'était son premier KO. C'est la première fois qu'il se faisait mettre KO. Il a été dans des guerres, par exemple. Ah, voilà. Il avait, contre Calvin Kattar, il y a quelques années, il avait été dans une guerre à tout casser. Là. Je pense que ça a laissé des traces, mais il s'était pas fait passer le KO. Finalement, ça avait été une guerre de 5 rounds. C'était une finale. Mais ouais, moi aussi, j'ai été surpris d'apprendre quand je faisais quand on décrivait les combats cette fin de semaine, je regardais sa fiche. Première fois qu'il perd par KO. Okay. Mais je comprends pourquoi tu penses qu'il a déjà subi un KO, parce que on se rappelle de lui dans les guerres, en fait. Oui. Puis, mais c'est un guerrier, c'est un combattant qui aime se battre debout, qui travaille beaucoup avec ses kicks, mais on l'a vu, là, la pression de Vacheos, là, c'était trop pour lui, là, clairement. Le coup de poing renversé, je pense qu'il était vraiment bien calculé. On l'a vu, ça l'a touché la cible, là, puis rapidement terminé le combat. Là. Il est 3-0 maintenant à l'UFC, ce jeune Kevin Vacheos, 24 ans seulement. Il vient d'avoir 24 ans le lundi dernier. Très jeune encore. Il est très, très jeune. Donc, à suivre. Puis là, il a fait son entrée dans les classements. Il est 13e après sa première année officielle dans l'UFC. 3 victoires. Donc, un nom à surveiller, un nom à retenir, en fait. Yaroslav Amosov contre Neil Magny. Amosov, premier combat à l'UFC, mais pas un genou, là. Un ancien champion de Bellator. Une fiche incroyable. Il était 28-1 avant le combat, maintenant 29-1 parce qu'il a fait qu'une bouchée de Neil Magny. Il l'a emporté par Anaconda au premier round. On a vu tout de suite qu'il venait pas à l'UFC en touriste. Là. Oui, puis tu sais, Neil Magny, on le sait, c'est un vétéran, c'est un dur de dur. C'est quelqu'un qui est extrêmement difficile à terminer. S'il y a bien une qualité que Neil Magny a, c'est que c'est un combattant durable. C'est un combattant qui est capable de faire les rondes, qui a une bonne énergie, et c'est un spécialiste du jiu-jitsu brésilien. Là. C'est un bon combattant au niveau du jiu-jitsu brésilien. De le voir se faire autant malmener par un nouveau venu,
Clairement, là, Amosov qui a dominé Neil Magny, termine ça avec une soumission au premier round. Là, c'était vraiment impressionnant. Là. Donc, cette division-là, je pense qu'on va lui donner un adversaire classé. On devrait le voir rapidement parce qu'il n'a pas passé beaucoup de temps dans l'octogone. On va le voir rapidement en 2026. On va lui donner un adversaire qui est classé dans le top 15. On va voir jusqu'où il est capable d'aller. Ça me fait un peu penser à Renaer de Ridder. Oui. Renaer de Ridder qui est arrivé ancien double champion de One. Rapidement, on l'a mis dans des combats. On a vu qu'est-ce qu'il y avait dans le ventre. Il s'est battu souvent. On l'a placé contre des top 15, top 10. Finalement, il a frappé son mur contre Brendan Allen. Donc, je veux pas dire qu'Amosov devrait répliquer surtout le nombre de combats en si peu de temps que Renaer de Ridder a fait. On le sait que ça a été difficile pour RDR, là, finalement, à sa dernière sortie. Mais je vois des parallèles entre les deux champions d'autres organisations. Puis là, ça va bien à leur arrivée. Puis là, on va voir jusqu'où ça va aller. Puis à 170 livres, par exemple, si tu arrives dans le top 10 à 170 livres, là, tu vas... C'est des bons clients, c'est sûr. Des immenses clients, exact. Melquizael Costa a passé un KO percutant. Je parlais du KO de Vacheas, qui est un des beaux de l'année. Celui de Costa en fin de semaine, un des beaux aussi. Là. Coup de pied à la tête de Morgan Charrière, le français. Et puis Costa, pour ceux qui le connaissent pas, c'est celui qui... j'ai évidemment un blanc là, de sa maladie, mais c'est celui qui a de la pigmentation là, sur sa peau. Là. Exactement. Il a la peau un peu ce que Michael Jackson avait. Là. Oui, au niveau du visage, au niveau du corps, au complet, là, un peu partout. Donc, il est facile à retenir et à voir, mais 4 victoires de suite, donc, et 4 victoires en 2025, immense année pour lui. Et 5e victoire de suite à 145 livres. Oui. Il est 6-2 à l'UFC avec 5 victoires de suite. Donc, il a commencé 1-2. Là, il vient d'en coller 5 de suite. Il n'est même pas classé encore. C'est sûr qu'il n'a pas affronté des immenses noms, mais Charrière, c'est un gamer. Là. C'est un guerrier. C'était la première fois qu'il se faisait passer le KO, Charrière aussi. Exact. Donc, je veux dire, il en a fait qu'une bouchée. Là. C'est au premier round rapidement. Honnêtement, Costa, tu sais, sous le radar un petit peu, mais avec les performances qu'il fait, là, à retenir. Là. Oui, puis moi, ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, c'est que souvent, on va voir des kicks à la tête comme ça ici. Souvent, ça va prendre le cou, peut-être ça va prendre derrière la tête, les oreilles. Mais là, Charrière avait sa garde. Il avait la main qui était au niveau de la tête et le coup de pied a quand même réussi à passer à travers la main, a vraiment percuté Charrière qui est tombé, qui était hors de combat complètement. Donc, même avec sa garde, le coup de pied avait tellement de puissance qu'il a été en mesure d'arrêter le combat. Puis c'était vraiment un kick isolé, vraiment bien placé, avec beaucoup de puissance. Là. Donc, tout un KO. Là. C'est un vitiligo. Oui, exact. Merci, Phil. Je regardais la même chose. C'est la condition dont souffre M. Costa, le vitiligo. Voilà. Donc, belle victoire pour lui, Costa. Oui. Steven Asplund a défait Sean Sharaf. Steven Asplund, c'est une histoire assez facile. C'est 2 poids lourds, les deux faisaient leur début à l'UFC. Sharaf, c'était son 2e combat à l'UFC. Asplund, première sortie. KO, c'était assez sanglant comme combat. Mais Asplund, c'est une belle histoire parce que le gars pesait 500 livres il n'y a pas longtemps. Puis on l'a connu. Il a rendu d'un poids lourd, mais à 200, il a perdu quelque chose comme plus que 250 livres. Oui, puis c'est un grand combattant, un gros combattant. Puis honnêtement, il se trempe les pieds. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un combattant qui va reculer, c'est un combattant qui est prêt à aller à la guerre. Moi, je l'ai découvert à Contender Series il y a pas si longtemps de ça qui se battait à Contender Series. 16 secondes, ça y avait pris. Hein? Ça y avait pris 16 secondes et je pense pas il était pas favori dans ce combat-là. On y avait amené un bon adversaire. On le sait qu'à Contender Series, c'est toujours des bons adversaires. Mais moi, quand j'avais regardé le profil des deux combattants, j'étais pas certain. Puis quand je l'ai vu performer, je me suis dit ça va être une belle attraction dans l'UFC pour les poids lourds. Ça. Puis il l'a bien démontré en fin de semaine. Victoire de Jamie Lynn Hort, la Canadienne, en levée de rideau. Défaite de Melissa Crowden et de Lance Gibson. Donc, il y avait 3 Canadiens sur la carte. Donc, victoire de Hort, défaite de Crowden et Gibson. Et malheureusement, on en a parlé beaucoup la semaine passée. Oui. Jillian Robertson, qui avait un combat important contre Amanda Lemos. Et quelques heures avant le début du gala, on a appris que Lemos était affectée par un virus, probablement. Ou en tout cas, médicalement, elle n'a pas été en mesure de combattre. Donc, j'espère qu'on va être en mesure de refaire ce combat-là rapidement. Pour Robertson, la Canadienne, qui, on le disait, était en quête d'une entrée dans le top 5 là, à 115 livres. Ouais. Et elle est sur toute une séquence aussi, donc c'était vraiment décevant d'apprendre ça. Qui était tellement contente, qui avait tellement une belle attitude, qui était enjouée lorsque
lorsque tu lui avais parlé, que tu l'avais passé en entrevue, on le voyait, elle était excitée par sa semaine de combat. Donc, c'est sûr que ça brise le cœur de voir ça. Ça brise le cœur et ça fait... C'est un peu comme on en parlait avec Fred Duprat. La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'elle va être payée, vu qu'elle a fait le poids. Ouais. Ils ont fait la pesée les deux le vendredi. Elle s'est présentée là-bas, donc elle va avoir une bourse, la moitié de sa bourse pour le combat. Pas la chance d'avoir son bonnet de victoire, en fait, là, ou sa deuxième portion de bourse. L'autre bonne nouvelle aussi, c'est que du côté à Frédéric Duprat, je me suis fait dire entre les lignes, que PFL avait pris soin de Frédéric Duprat un petit peu aussi. Ah, tant donc, mieux, ça fait du bien à entendre. Avant aussi. les fêtes, en plus, Ouais. effectivement, tant mieux. T'es prêt pour notre rétrospective 2025? C'est le moment que j'avais le plus hâte pour l'émission. Excellent. Donc, on vous a sorti plein de catégories pour un peu se remémorer ce qui a marqué l'année, les 12 derniers mois, dans l'UFC surtout. KO de l'année, à tout seigneur, tout honneur. Johan, tu commences avec ton KO de l'année. Ben moi, j'y étais avec un spécialiste de lutte, un spécialiste de Jiu-Jitsu, je peux le dire comme ça, qui nous avait pas nécessairement montré son combat debout et que dernièrement nous a montré un des plus beaux kicks. Bo Nickal sur Rodolfo Vieira à l'UFC 322. Bo Nickal qui termine ça avec un kick à la tête spectaculaire. On le sait, c'est un très grand lutteur, un très grand combattant au niveau du corps à corps et du sol et qui là nous démontre là, vraiment là, qui est en train d'améliorer tous ces aspects-là. A placé le coup de pied à la tête. Là. Ouf! Parce qu'il travaillait beaucoup avec sa gauche avant ça. Et donc, là, une feinte de main gauche qui fait baisser carrément Exactement. la garde. Et Oh, tout ça. c'est directement sur l'oreille. Quelle précision. Et en plus de ça, on le sait, là, il avait placé cette jambe-là au corps beaucoup. Puis on voit là, les mains de Vieira qui descendent C'est parce ça. qu'il s'attend à ce que ça soit un coup au corps. Et Bo Nickal qui monte ça à la tête, un KO percutant. Donc pour moi, là, c'est le KO de l'année, ça. De mon côté, j'ai sorti, bien sûr, Mauricio Ruffi contre King Green. Ça se passait à l'UFC 313 au mois de mars dernier. Coup de pied à la tête aussi. Mais renversé, celui-là qui a carrément envoyé King Green au pays des rêves. À mes yeux, le KO de l'année. Il y a eu beaucoup de KO avec les coups de pied à la tête. Là, on vient de parler de Costa contre Charrière. On vient de voir celui de Bo Nickal également. Je pense qu'on va être en mesure de vous montrer celui de Ruffi. Regardez ça, là, mes amis. Renversé. Merci, bonsoir. Et c'est terminé. Et King Green a passé quelques secondes au sol. Wow. La bonne nouvelle, c'est que Green se battait en fin de semaine. Pour la première fois depuis ce combat-là, il a gagné contre Gibson, le Canadien. Donc, pas trop de séquelles à ce niveau-là, mais le talon directement sur la tempe. Quand même, mention honorable à Lerone Murphy. Oui. Et à Neil Prates, plutôt à Carlos Prates contre Jeff Neal et Murphy contre Pico, parce que les deux se passaient à l'UFC 319. Les uns, je pense que c'était 2 combats consécutifs. C'était un combat à la suite de l'autre, exactement. Et 2 KO pratiquement pareils avec les coups de coude renversés. Oui. Les deux, donc, mais je l'ai donné à Mauricio Ruffi. Soumission de l'année. Moi, j'ai sorti à l'UFC 314 Jean Silva contre Bryce Mitchell, un étranglement ninja. Et je l'ai sorti parce que Silva a reconnu, bien sûr, beaucoup plus. Un peu comme ton KO de l'année, en fait, ouais. Mais à l'inverse. Silva a reconnu beaucoup pour son jeu debout, sa puissance. Et Bryce Mitchell, spécialiste de Jiu-Jitsu. Donc, le spécialiste de Jiu-Jitsu qui se fait passer un étranglement rapidement dans le combat. C'était au 2e round contre Jean Silva. Donc, voilà ma soumission de l'année. Le Jean Silva, le Brésilien, contre Bryce Mitchell à l'UFC 314. De mon côté, j'y vais un petit peu avec l'inverse de ce que j'ai fait tantôt. Pour moi, la soumission de l'année s'est retrouvée à l'UFC à Vancouver avec notre Charles Jourdain, notre combattant, qui a fait un beau coup de genou à la volée. Par la suite, termine ça avec sa signature, une guillotine. Prend le temps de regarder la foule un petit peu. Boum, le coup de genou qui rentre tout de suite. Il était déjà prêt à aller chercher la guillotine, on le voit là. Il attendait juste que Grant se remette un petit peu sur ses genoux. C'est sa signature, Charles Jourdain. En plus, fait ça à la maison, au Canada. Regarde la caméra, c'est très bien où ce qui s'en va. Moi, j'ai vraiment été épaté. J'étais très content de voir ça. Puis pour moi, là, ça, un coup de genou à la volée, suivi d'une soumission, signature par Charles Jourdain, chez nous à la maison. C'est la soumission de l'année. D'accord. Et pour l'ensemble de l'œuvre. Parce que, Exactement. oui, ça se termine par une soumission, mais il y a eu une domination complète et
honnêtement, Grant, t'as un menton parce que la plupart des combattants auraient juste plié. Complètement. Et ça aurait été terminé après ce coup de genou à la volée. Mais Charles est allé chercher un bonne performance avec ça. Il a réussi à terminer ça avec un point d'exclamation. Oui, et on a vraiment senti qu'à partir de cette performance-là, l'UFC Vancouver, là, le toit venait de sauter dans l'amphithéâtre. On a vraiment senti que Charles Jourdain venait de mettre le feu dans le bâtiment. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'il mérite la soumission de l'année. Ton combat de l'année, Johan, combat de l'année 2025. Combat de l'année 2025, on y va avec Joshua Van versus Brandon Royal. On le sait, là, ça s'est fait récemment. Là, Van qui a fait une entrée quand même fulgurante, là, qui est maintenant rendu champion. Mais quel combat les deux s'en sont donnés, là, vraiment à cœur joie. On s'attendait pas vraiment à ça. Là. On s'attendait pas à ce que les deux... On s'attendait pas à ce que Van résiste à Royal comme ça. On savait que Royal était solide. On savait que Van aussi. Mais les deux s'en sont donnés à cœur joie. Les deux se sont touchés comme on le voit ici. Là. Puis ça, c'est au troisième round. Là. Les deux sont sortis très maganés. On a été jusqu'au bout. Pour moi, ça, c'est le combat de l'année. Là. Record de coups significatifs combinés dans un combat de 3 rounds. Ouais. Les deux se sont échangés 419 coups significatifs. Les deux ont placé plus de 200 coups significatifs sur la cible. Ça, c'est du jamais vu non plus. Donc, avec raison, le combat de l'année. C'est assez unanime parmi les observateurs là, qui ont commencé à faire leur revue de l'année. Moi, je l'ai donné à Ayman Zahabi contre José Aldo, bien sûr, à l'UFC 315. Surtout pour... Combat de l'année, oui, mais le round de l'année, le troisième, évidemment, parce qu'il s'est tout passé dans ce troisième round. Ayman avait absolument besoin d'aller le chercher. C'était très serré, les deux premiers rounds. Le premier, clairement, Aldo. Le deuxième, assez serré. Et là, tu te dis au troisième, ça commence avec un soccer kick. Ayman est complètement dans le pétrin, passe près de se faire passer le KO. Et là, José Aldo... tente le tout pour le tout, court après le Québécois qui finalement réussit à retrouver ses esprits. Et là, à un moment donné, Aldo regarde l'écran géant, regarde le chronomètre et dit, tu le vois dans son non-verbal, il dit, et là, juste comme Ayman, juste survivre à ce coup de pied-là. Honnêtement, là, c'était vraiment un kick, un coup de pied de soccer. Là. C'était comme s'il kickait un ballon de soccer. Là. Ayman qui est resté debout, puis là, on le voit là. Continue à mettre la pression, frappe, mais on a vu que José Aldo avait tout laissé. C'est ce que j'allais dire, parce que tu le vois clairement dans son non-verbal, et à un moment donné, il regarde, il voit qu'il reste 3 minutes au round, puis là, il est dégonflé totalement. Il dit « OK, j'arriverai jamais au bout. » Et finalement, dans les dernières minutes, c'est du grand... Il rate une amenée au sol, José Aldo, renversement de situation, Ayman se retrouve sur le dessus, des coups de genoux, des coups de coude plutôt, percutants. Aldo résiste, et finalement, à la toute fin, c'est le Québécois qui est déclaré vainqueur de ce combat-là. Donc, mon combat de l'année 2025, Ayman Zahabi contre José Aldo à l'UFC 315. Combattant de l'année maintenant, combattant ou combattante, bien sûr. Je le donne à Benoît Saint-Denis, BSD. Après une année 2024 difficile, il avait perdu contre Moïcano, il avait perdu contre Dustin Poirier. Là, il est revenu au sommet, revenu dans le top 10 à 155 avec 3 victoires, 3 avant la limite, 2 soumissions et 1 KO. Donc, mon combattant de l'année, Benoît Saint-Denis. Mention honorable quand même à Joshua Van. Oui. Je l'ai dit la semaine passée. Je considère que c'est un champion un petit peu de carton en ce moment, là, dans le sens où, à mes yeux, il a pas battu le champion, mais il ne faut pas nier qu'est-ce qu'il a fait. 4-0 en 2025 à l'UFC, et il a la ceinture présentement malgré tout. Et je note aussi Waldo Cortez Acosta, 5 combats en 2025, 4 victoires, 1 défaite. Et on va le revoir rapidement à l'UFC 324 en plus, Cortez Acosta. Ton combattant de l'année? De mon côté, j'y vais avec Alex Pereira. Les raisons sont quand même assez simples. 1-1 en 2025. Par contre, tout ce que Alex Pereira est allé chercher comme aura, comme... Visuellement, il s'est vraiment impliqué. Il est retourné chercher son titre après l'avoir perdu. Et de façon convaincante. De façon convaincante. Puis vraiment, là, on a senti un Alex Pereira qui a éclos un petit peu plus face au fait qu'il a été retourné chercher son titre. Un combattant très spectaculaire aussi, qui nous laisse jamais sous notre appétit. Donc vraiment, Alex Pereira qui est pour moi un des combattants de l'année. Et ta recrue de l'année en 2025, Johan? J'y vais avec Kevin, là je vais le dire comme il faut, là. Vachejos, OK. Kevin Vachejos qui justement 3-0, 2 KO, puis il nous a montré vraiment un coup de poing renversé incroyable en fin de semaine. Donc vraiment, le contre un très bon combattant, le Chikadze, là, qui
qui est vraiment pas à négliger, là, qui était classé 15e, mais qui était un solide combattant. Voir sa réaction comme ça, moi, ça me fait toujours sourire. Puis pleinement mérité pour la recrue de l'année. Là. 100% et un combattant à surveiller, comme on le disait. Puis ça a l'air d'être tout un athlète. Il a l'air fait solide, là. Oui. Ce jeune Vachéos à 145 livres. Le mien, j'ai donné, en fait, parlant de solide, Ateba Gauthier. Ouais. Ateba Gauthier, le Camerounais, qui est arrivé à l'UFC 3-0, 3 KO au premier round en 2025. Donc, quelle année pour lui, pour la recrue. Il a passé un total de 6 minutes, 1 seconde dans la cage en 3 combats. Et les comparaisons avec Francis Ngannou sont nombreuses. On comprend pourquoi elles sont pas dans la même catégorie de poids. Je sais pas comment il fait pour faire 185 livres, ce gars-là. Là. C'est un monstre. Il a pas une once de gras sur le corps. Il est musclé. Il a l'air d'un bodybuilder. Je sais pas comment il fait, c'est ça, pour perdre du poids. Combien de temps il va rester dans cette catégorie-là? Mais je veux dire, un peu comme Francis Ngannou, là, c'est un phénomène de la nature et ultra, ultra puissant. Ouais, très puissant, mais on le voit, là, fait tout en muscle. Là, donc, je me demande, je me questionne à combien il embarque dans la cage le soir du combat. C'est ça. Hein? Je Parce suis d'accord. que clairement, elle a l'air très gros, même à 185 livres. Voilà la surprise de l'année. De mon côté, je vais commencer avec... c'est arrivé il y a 2 semaines, en fait. J'avais pas ça sur ma carte de bingo pour 2025 de revoir Petr Yan de redevenir champion. Pas tant qu'il redevenir champion, c'est une chose, mais je le voyais pas être capable de battre Merab Dvalishvili. Je me disais, OK, il va sûrement revenir vers le sommet. Il a quand même réussi à coller quelques victoires. Il est très, très bon. Mais de la façon dont il l'a fait, avec une domination Très convaincante contre Merab Dvalishvili, pour moi, la surprise de l'année, le retour au sommet de Petr Yan, champion des 135 livres de l'UFC. Ouais. De mon côté, j'y vais avec Ilia Topuria qui a tellement fait de belles choses, qui est allé chercher une ceinture dans une catégorie à part, un gros KO contre Oliveira et qui, là, parle de retraite. Qui semble avoir beaucoup de difficultés dans sa vie personnelle, difficile avec sa copine ou son ex-copine et qui, là, on l'entend parler de retraite et tout. Donc, pour moi, Ilia Topuria, c'était un combattant qui s'en allait il n'a même pas 30 ans. Gagner des records, voulait être double champion, parlait peut-être même des triples champions. Là, on veut plus se rebattre pour un petit bout. On a des affaires à régler. Donc, pour moi, ça, c'est une grande surprise. Je ne m'attendais pas à ça du tout de sa part. Mais en tout cas, ça m'inquiète pas trop, dans le sens où combien de combattants ont déjà pris leur retraite ou ont menacé de prendre leur retraite pour finalement mieux revenir par la suite. J'ai comme l'impression qu'on va revoir Ilia Topuria, mais là, je pense que ça semble on va en reparler dans les actualités, mais ça semble effectivement très difficile au niveau personnel pour lui. On va y aller avec l'événement de l'année. Johan, vas-y, à tout seigneur, tout honneur. Pour moi, j'y vais avec le UFC 315 à Montréal, qui une fois en 10 ans que ça s'est fait, et vraiment, ça a été toute une soirée pour tous nos combattants, là, vraiment des grosses performances. Ça nous a amené à mettre des combattants sous les radars encore plus, sous les lumières, vraiment. Fait que pour moi, c'était une très belle soirée. Marc-André Barrio. Barrio, Eman qui a gagné également. Il manquait juste Charles, en fait. Ouais. Mais tu sais, il faut parler de Jazz Devicius, Malott, qui ont sorti des grosses victoires. Et les combats, les deux combats de championnat ont été très, très bons aussi. Là, moi, Della Maddalena contre Mohamed, c'est un de mes combats favoris de l'année. Très gros combat. Il a pas fait notre palmarès, mais il faut le mentionner quand même. Moi, j'ai mis l'UFC 319 parce qu'il y a eu énormément de grosses performances. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Hamzat Chimaev qui a prouvé qu'il était le meilleur 185 livres au monde. Il a fait qu'une bouchée, une clinique de lutte contre Dricus Duplessis. Puis il y a eu les gros KO de Murphy, de Lerone Murphy et de Carlos Prates également sur la carte principale. Donc j'ai mis l'UFC 319 comme événement de l'année pour moi. L'histoire de l'année, bien sûr, de mon côté, c'est ce nouveau contrat de télé aux États-Unis pour l'UFC. On quitte ESPN et on a signé un lucratif contrat avec Paramount Plus. 7 ans, 1 milliard, 100 millions de dollars par année. Puis là, j'ai regardé pour faire les comparaisons. Là, OK? L'UFC, avec ce contrat de télé, va empocher plus d'1 milliard par année pour les 7 prochaines années. La Major League Soccer, avec son contrat avec Apple TV, 250 millions par année. On n'est pas là du tout. La LNH, avec son contrat avec ESPN, 643 millions par année aux États-Unis. On n'est pas là du tout. C'est la moitié de la valeur que de l'UFC vient de signer. Le baseball majeur,
contrat de télé national rapporte 750 millions de dollars par année. On est en dessous de ce que l'UFC va chercher. C'est sûr que là, bon, dans ces ligues-là, MLS, LNH, MLB, chaque équipe a aussi ses contrats, ses télés locales, mais on n'arrive pas quand même pour ces ligues majeures-là à ce que l'UFC va empocher. C'est sûr qu'on est loin de la NBA, on est loin derrière la NBA, loin derrière la NFL, mais quand même, ce contrat-là prouve que l'UFC est dans les ligues majeures présentement et pas juste dans les ligues majeures, là, dépasse certaines des plus grandes ligues au monde en termes de popularité et en termes de valeur. Et surtout, aux États-Unis, le consommateur est le grand gagnant. Le téléspectateur est le grand gagnant parce que c'est fini les télés à la carte. Avec un abonnement à 15-20$ par mois, je ne sais pas combien ils vont le mettre en janvier, on va placer les prix, mais l'amateur de l'UFC va avoir accès à tous les combats, tous les événements, même les combats de championnat. Alors qu'avant, avec ESPN, il fallait s'abonner à ESPN+, donc ça coûtait un certain montant. Puis pour avoir les combats de championnat, tu devais payer un premium de 60$ en plus pour le gala télé à la carte. Donc ça, c'est fini. Pour un frais fixe de 20$ par mois ou à peu près, peut-être moins, on va avoir accès à tous les combats. Est-ce que ça va venir ici au Canada? Potentiellement, mais pour l'instant, c'est aux États-Unis. Parce qu'au Canada, on a encore des contrats de télé avec Sportsnet et TVA Sport. Mais la game vient de changer. Puis ça, c'est une immense histoire, selon moi, l'histoire de l'année. Ouais, c'est sûr que ça vient de changer beaucoup de choses, surtout pour les téléspectateurs. De mon côté, là, je me questionne. Est-ce que Holloway et Gaethje, c'était en 2024 ou en 2025? Ça, c'était en 2024. C'était en 2024. Donc, j'y vais avec Holloway et Poirier. Pourquoi? Parce que c'est deux de mes combattants préférés. Et suite à ça, Poirier a pris sa retraite. Okay? Pour moi, Dustin Poirier, c'est un des plus grands combattants que l'UFC a eu, qui a jamais malheureusement pu tirer sa ceinture puis être champion. Sauf que pour moi, Dustin Poirier, c'est vraiment un exemple de résilience, un des plus beaux combattants que j'ai vu combattre, a affronté les meilleurs dans sa catégorie, a subi des KO en début de carrière, a réussi à remonter, là, accroche ses gants. Clairement, on le sent que c'est difficile pour Dustin Poirier d'accrocher ses gants, voudrait rembarquer dans la cage, c'est sûr et certain. Pour sa santé, pour sa famille, c'est mieux de ne pas y retourner. A déjà fait tellement de belles choses, mais pour moi, que le grand Diamond prenne sa retraite, c'est un moment historique dans cette année-là. Effectivement, entièrement d'accord avec toi. Donc, c'était notre rétrospective de 2025. N'hésitez pas à commenter sur nos réseaux sociaux, à moi et à Yohan, si vous avez d'autres idées, si vous estimez qu'on a oublié quelque chose, qu'on a passé à côté de quelque chose, on veut vous entendre. Mais je pense qu'on a eu une très, très belle année en 2025. C'est pas fini l'émission, restez là. On va passer quand même quelques minutes, comme d'habitude, avec les actualités pour finir cet épisode. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. Et oui, on termine ce dernier épisode de 2025 ici au podcast avec quelques nouvelles. T'en as fait mention, mais quelques détails sur Ilia Topuria parce qu'on le savait. Il avait déjà annoncé qu'il n'allait pas se battre à court terme. C'est pour ça qu'on fait un championnat intérimaire entre Pimblett et Gaethje en début d'année. Mais là, hier, il y a eu un communiqué de presse, en fait, ou un commentaire public d'Ilia Topuria qui explique que, dans le fond, veut régler la situation de son divorce, ou en tout cas, il est avec sa conjointe, parce que là, elle l'accuse de violence conjugale. Lui dit que tout ça est faux, qu'elle tente de se faire de l'argent sur son dos, évidemment, qu'elle l'empêche de voir ses enfants. Donc lui, il dit « Je m'en vais en cours, on va régler ça devant les tribunaux, la vérité va sortir et vous allez voir que c'est pas moi le coupable là-dedans, c'est elle. On verra. Des accusations de violence conjugale, faut pas prendre ça à la légère du tout. Donc, à suivre donc. Et là, décide de prendre une pause, puis là, on le voit pas revenir à court terme. Là, on parlait de début d'année, premier quart, premier trimestre, en fait, de l'année. Mais là, je pense que ça va être peut-être plus long que ça. Et puis, il parle même de retraite, parle d'aller en boxe, ouais. Parle de tout, sauf de revenir à l'UFC, défendre sa ceinture des légers à des légers à court terme. Là. C'est ce que je trouve vraiment surprenant, parce qu'on a vraiment vu l'ascension de Ilia Topuria dans les dernières années. En plus, on sentait vraiment que c'était un gars de cœur, un gars de famille, qui faisait souvent monter sa femme, ses enfants dans l'octogone. Ça a l'air de bien aller. Ça a l'air d'une petite famille parfaite. C'est pas ce quoi on s'attendait vraiment.
Donc, c'est sûr que ça sort un petit peu de l'ordinaire. On s'attendait pas vraiment à ça. Est-ce que Ilia Topuria va continuer dans la MMA, dans l'UFC? Est-ce qu'il va vouloir s'en aller en boxe? On a entendu parler de Thomas Spinall aussi qui veut peut-être se rediriger vers la boxe parce qu'il trouve que ça devient compliqué à l'UFC. Donc, j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller, tout ça. Une chose est sûre, avant de retourner dans la cage, Ilia Topuria se doit de faire du ménage et de régler ces choses-là parce que tu peux pas aller te battre, surtout pour un championnat du monde, si t'as pas l'esprit tranquille. Mm-hmm. Donc, va devoir faire du ménage. Il a aussi amorcé, là, ça fait quelques années, là, il a aussi lui-même lancé sa propre compagnie de promotion, sa propre ligue de combat en Espagne, qui s'appelle WOW, si je ne m'abuse. Et puis... Et là, on vient d'annoncer que Cristiano Ronaldo avait investi dans cette ligue-là parce que ça va très, très bien. Donc, je veux dire, il y a d'autres avenues financières pour Ilia Topuria qui existent en plus. On sait qu'il est ultra, ultra populaire en Europe. Donc, à suivre, donc. Je pense qu'on va, comme je t'ai dit tantôt, je pense qu'on va le revoir. J'espère que la lumière sera faite et s'il est coupable de quelque chose, qu'il en paiera les conséquences. Ouais. Voilà. Thomas Spinall, tu l'as mentionné, c'était ma deuxième nouvelle parce que lui, il est frustré. Là. Oui. Lui, il est frustré de l'UFC. C'est toujours pas remis de ce fameux... de ses fameux doigts dans les yeux qu'il a subi à l'UFC 321 contre Cyril Gane. Il n'a pas eu le go du médecin, il peut même pas recommencer à s'entraîner. Et là, il entend juste tous les commentaires de dire « Ah, c'est pas un vrai guerrier, il aurait dû continuer. » Même Dana White a dit « Ah, ça arrive, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'il en revienne, un doigt dans les yeux, tu sais, tout ça. » Puis là, lui, il dit « Regarde, c'est pas ma faute, c'est les médecins. » Fait il trouve pas que ses patrons le défendent beaucoup. Frustration accumulée. Puis lui aussi, il dit Francis Ngannou a quitté l'UFC, il est allé faire les plus grosses payes de sa carrière en boxe contre Tyson Fury et Anthony Joshua. Il a bien fait contre Fury, il a tenu son bout. Il s'est fait passer le KO contre Joshua, mais il a fait des millions et des millions, plusieurs dizaines de millions de dollars. Là. Ouais. Thomas Spinall voit ça et il se dit Francis Ngannou, il n'y a toujours pas de combat de prévu. Est-ce des méga combats, il dit moi contre Ngannou en boxe, je pense que les gens seraient curieux, on pourrait faire beaucoup de sous, pourquoi pas, à suivre donc, mais les lourds, ça va. Quand on pense que c'est réglé, c'est jamais réglé, hein? À l'UFC. C'est ça, il y a toujours quelque chose qui se passe, puis ça me fait penser un petit peu à Malcolm Willmaker, ouais, qui était 2-0 et là qui avait un combat annulé un petit peu, on y a amené quelqu'un à la dernière minute. On y a amené une méchante machine en avant de lui, a perdu ce combat-là. Avec un petit peu de recul, il a dit « Moi, je pensais que l'UFC était vraiment derrière moi, qui allait m'aider à avancer dans les échelons. Je me suis rendu compte que l'UFC vraiment veut des spectacles, veut des combats. On pense que des fois, ils sont de notre côté, mais il faut pas prendre ça pour acquis. L'UFC, c'est une grande entreprise. Ils sont là pour le spectacle, pour faire des sous aussi. Donc, des fois, on pense qu'on les a de notre côté, mais malheureusement, eux, ce qu'ils veulent, c'est voir Thomas Spinall revenir le plus rapidement possible, peut-être refaire un combat contre Gane. Donc, malheureusement, j'ai hâte de voir. Une chose est sûre, c'est que Thomas Spinall, peu importe dans quel sport il va aller, selon moi, il va quand même être dominant, que ce soit en boxe ou en MMA. Est-ce que j'aimerais ça voir Aspinall contre Ngannou en boxe? Certainement. Ngannou, parlant d'Ngannou, il y a un autre... parce que lui, son contrat avec la PFL arrive à échéance. C'est bizarre parce qu'il n'a jamais combattu avec la PFL. Oui, c'est vrai. La PFL le signait à gros prix. On a décidé de le laisser aller faire de la boxe. On l'a vraiment accommodé, puis on n'a jamais réussi à organiser un combat d'arts martiaux mixtes avec Francis Ngannou depuis son départ de l'UFC et depuis qu'il s'est joint à la PFL. Mais là, il y a potentiellement un combat contre Vadim Nemkov qui pourrait arriver parce que Nemkov a défendu sa ceinture en fait, il n'a pas défendu, il est allé chercher la ceinture vacante des poids lourds de la PFL avec un KO pas un KO, mais une soumission assez facile au premier round contre le géant Renan Ferreira. Nemkov, c'est un Russe, un gars du Daghestan, 20 victoires, 2 défaites, très très bon combattant, des bons poids lourds. Là. Si je me trompe pas, il a été champion des mi-lourds aussi. Je vais juste aller valider. Mais tu sais, c'est du solide, puis un des bons combattants là, qui n'est pas à l'UFC. Là. Ouais, exact. Oui, très complet aussi. Là. Aussi bon, très complet, très bon au niveau du combat debout, mais aussi très solide au niveau du combat
au sol. Là. En fait, il est double champion là, parce qu'il a défendu 4 fois sa ceinture des mi-lourds de la PFL. Wow. Et puis là, il est allé chercher la ceinture des lourds. Donc, lui, il a dit combat contre Ngannou, ça me tente. Parce que ça s'est passé au gala de Lyon. Là. Juste terminé avec les résultats. Chris Cyborg, elle existe toujours. Oui. Elle est à la PFL et elle est encore une fois allée chercher une victoire contre Sarah Collins, une fille qui s'appelle Sarah Collins, en demi-finale de cette fin de semaine. Elle a gagné par soumission, elle, au 3e round. Donc, demeure championne des 145 livres de l'organisation, Chris Cyborg. Et elle aimerait ça faire un combat contre Dakota Ditcheva. Si vous ne connaissez pas Dakota Ditcheva, ça, c'est une combattante... très spectaculaire, très charismatique aussi. Ouais, ben c'est ça. Elle a comme le total package. Là, c'est une belle fille. Elle est tellement bonne, elle est tellement talentueuse. Et c'est une fille qui termine ses combats. C'est très rare que ses combats vont à la limite. C'est une fille qui a des très bons coups de pied. Elle est faite grande, elle est faite assez allongée, utilise bien sa boxe aussi. Très charismatique, comme on l'a mentionné. Là, Elle est d'origine bulgare, elle habite en Angleterre maintenant. Elle est 15-0. 12 victoires par KO, une par soumission, donc 13 finishes en 15 victoires. Là, le problème pour faire un méga combat contre Chris Cyborg, c'est le poids, parce qu'elle est à 125, puis Cyborg, on l'a jamais vu plus bas que 145 livres. Donc, est-ce que les deux pourraient faire... est-ce que Cyborg peut descendre à 135 peut-être? À l'âge qu'elle a? Ça sera pas facile. On sait comment elle est musculaire, Chris Cyborg. Il est déjà faire 145 livres pour elle. Et de l'autre côté, Dakota, est-ce qu'elle est capable de monter à 135? Parce que c'est une grande combattante, très allongée, très slim. Donc, c'est logique parce que c'est peut-être les deux plus grosses vedettes présentement de la PFL. Mais je suis pas sûr que dans les faits, là, ça peut vraiment se réaliser. À suivre, donc. Voilà. Autre chose à ajouter, toi? À part... J'ai déjà hâte à l'année 2026. Ouais, ben c'est ça. À part Joyeux Noël, mon cher ami. Joyeux Noël. Joyeuse fête à tout le monde. Merci énormément de nous suivre. On vous sait de plus en plus nombreux à nous suivre sur toutes les plateformes. Merci à Phil. Merci à tout le monde qui a participé au podcast cette année. On va être de retour début 2026. Donc, amateurs d'arts martiaux mixtes, je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. Profitez-en pour vous reposer et pour profiter du temps en famille. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao! SOS Podcast!